Bonjour à tous. Les précédentes vidéos ont voulu éclairer comment au XIXe siècle la révolution industrielle a changé la face du monde avec le chemin de fer. Nous avons vu que des peuples dits civilisés se sont vus imposer le commerce de masse, le tracé de lignes droites, l'expropriation de paysans et l'alignement du temps. Nous avons aussi vu que le rail a trouvé son terminus le plus sombre en 39-45, où des convois de marchandises militarisés ont sciemment, méthodiquement déporté des millions de gens vers des camps de concentration. Le rail de chemin de fer a arraché l'homme à sa terre pour l'emmener de force là où il n'avait pas choisi d'aller, par expropriation de paysans ou par déportation de gens arbitrairement jugés indésirables. Ce que la présente vidéo souhaite aujourd'hui mettre en lumière, c'est qu'au XXIe siècle, le rail n'est plus en fer. Nous sommes passés d'une invasion de rails de voies ferrées à une invasion de rails de codes juridiques et de traités internationaux qui nous poussent malgré nous sur un chemin où les libertés fondamentales s'effacent. Le choix de comment nous pouvons nous soigner, ce que nous pouvons manger ou avec qui nous pouvons échanger sont désormais, entre guillemets, recommandés par des instances supranationales qui se sont insidieusement imposées en France et ailleurs, avant d'être réglementés et légiférés par nos instances nationales qui ont été prises en otage dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les pouvoirs en place décident d'extraire le monde du droit naturel qui repose pour l'essentiel sur la liberté, la propriété et l'égalité. En 1804, le Code civil naît pour gérer les relations humaines par l'égalité des accords, des pactes ou des contrats, la famille et la propriété. Mais dès 1807, des puissances financières exigent des rails d'exception avec le Code du commerce et ses tribunaux de commerce, qui donnent aux marchands le droit de se juger entre eux, hors du droit commun des citoyens. 20 ans plus tard, en 1827, le Code forestier déclare la guerre aux campagnes. Sous la Restauration, poussés par les maîtres des forges, qui étaient des entrepreneurs ou des propriétaires d'usines métallurgiques, et la grande industrie naissante, qui avait un besoin gigantesque de charbon de bois, l'État criminalise les droits d'usage ancestraux des paysans. Ramasser du bois mort pour se chauffer ou faire paître son bétail devient un délit. La loi était déjà détournée pour détruire l'autonomie locale au profit de quelques-uns. S'affiche sur votre écran une fresque chronologique des grands codes de loi français depuis la fondation napoléonienne jusqu'à l'explosion normative contemporaine. Depuis les années 1990, cette machine à fabriquer des codes d'exception a explosé. Plus de 70 codes régissent aujourd'hui le moindre geste des Français. J'ouvre une parenthèse, les nominations des gardes des Sceaux, notamment sous Mitterrand, mériteraient d'être scrutées. Si quelqu'un veut s'en charger, je suis presque certaine que cette vidéo pourrait devenir virale. Je ferme la parenthèse. Mais qui dicte réellement ces prétendues normes ? Tout simplement des influenceurs institutionnels officiellement qualifiés de lobbyistes. En termes un peu plus clairs, des cabinets de conseil privés anglo-saxons comme McKinsey, créé en 1926, à la veille du triste crash boursier de 1929 qui a entraîné le premier chômage de masse et de nombreux suicides parmi les petits et moyens investisseurs. Le Boston Consulting Group, créé en 1963, année où la mondialisation financière s'accélère avec la circulation des capitaux et l'essor des nouvelles technologies de l'information, et Bain & Company, créé en 1973, année du premier choc pétrolier. Ces lobbyistes ou cabinets de conseil sont aussi appelés les Big Three, les trois grands. Le commun des mortels pouvait difficilement imaginer que nous nous retrouverions à financer ces Big Three avec nos taxes et nos impôts pour qu'ils, entre guillemets, conseillent les dirigeants des pays sur la gestion de la crise dite sanitaire du Covid-19, par exemple. Nul besoin de prouver qu'en France, McKinsey gérait la stratégie vaccinale de l'État en violant un des droits les plus élémentaires, celui de refuser un traitement médical, a fortiori s'il est expérimental. Nul besoin de prouver, je crois, que McKinsey compte parmi ses clients historiques de grandes entreprises de Big Pharma comme Sanofi ou Pfizer. Plusieurs de mes vidéos laissent entrevoir que ce système poursuit un objectif global et méthodique pour détruire l'autonomie et le vivant. La guerre au CO2. Sous prétexte de sauver la planète, on criminalise le dioxyde de carbone. La nourriture exclusive du règne végétal est la base même de la photosynthèse, de la respiration et de l'agriculture,
pour imposer des taxes sur le vivant et faire des profits en vendant des tonnes d'engrais et de pesticides chimiques avant d'édifier des usines pour capter ce CO2. La guerre aux emballages. Un déballage réglementaire sous couvert d'écologie pour étouffer les petits producteurs locaux et les circuits courts au profit des multinationales. La France s'enferme dans le tout jetable recyclable pour arranger les géants de la distribution, pendant que les Allemands utilisent toujours la consigne des bocaux ou bouteilles en verre en touchant jusqu'à 25 centimes par récipient en verre réutilisé. L'hydrogène de masse, une énergie hyper centralisée, lancée en sourdine, dépendante d'infrastructures colossales qui nécessitent de détruire des environnements encore relativement préservés. Et pourquoi ? Pour remplacer l'indépendance énergétique individuelle par un nouveau monopole industriel dont nous serons captifs. Il faut voir ces structures internationales, l'UE, l'OMS, l'OMC, pour ce qu'elles sont réellement. Des syndicats d'intérêt privé qui ont piraté les fonctions de l'État sans qu'aucun d'entre nous n'ait eu son mot à dire à aucun moment. Pour l'Union européenne, je vous renvoie vers François Asselineau qui en décortique les mécanismes bien mieux que moi. Mais personnellement, je bug sur le fait qu'il occulte le coup de force de 2008. Après le non massif des Français au référendum de 2005, nos dirigeants n'ont pas hésité à contourner le peuple souverain en passant par le Congrès de Versailles pour imposer le traité de Lisbonne. Une manifeste trahison de la volonté populaire qui a gravé dans la Constitution le transfert des clés décisionnelles de la Maison France à une bureaucratie non élue et donc illégale. Pour l'OMS, à l'automne 1946, alors que les Français ont les yeux rivés sur les réformes d'Ambroise Croizat créant la sécurité sociale et qu'ils se préparent à voter par référendum la nouvelle constitution du 13 octobre, dans l'ombre diplomatique de New York, on pose une toute autre pierre. Le 22 juillet 1946, le gouvernement signe l'acte constitutif de l'OMS et c'est par la plume de Jacques Parizeau que la France s'engage. Le fait que Parizeau soit nommé président du conseil exécutif de l'OMS quelques années plus tard, en 1951, après avoir entretenu des liens étroits avec la Fondation Rockefeller dès 1920, n'est probablement que pure coïncidence. Pendant que le peuple français célèbre la naissance de ses protections sociales, les articles 66 et 67 de ce traité international octroient d'emblée à cette Organisation mondiale de la santé une capacité juridique absolue et une immunité totale face aux lois des États membres. Une bureaucratie sanitaire se plaçait dès sa naissance et dans le silence médiatique le plus complet au-dessus des tribunaux nationaux et hors de portée de la justice des hommes. J'ouvre une autre parenthèse. Saviez-vous que la France finance directement l'OMS à hauteur de 42,3 millions de dollars en guise de contribution obligatoire en tant qu'État membre, mais que la France y rajoute une contribution volontaire spécifique de près de 86,9 millions de dollars et qu'en plus, en sa qualité de contributeur net à l'Union européenne, la France finance indirectement environ 17% des 366,8 millions de dollars que la Commission européenne a versé à l'OMS. Au bas mot, la France aura donné à l'OMS plus de 191 millions de dollars sur une seule année, pendant que le gouvernement ne craignait pas de supprimer 5 € d'APL aux étudiants. Je ferme la parenthèse qui donne à réfléchir. Regardons enfin l'OMC, créé le 15 avril 1994 pour entrer en vigueur le 1er janvier 1995, il y a à peine 30 ans. Si cette organisation n'a aujourd'hui officiellement que 5 fonctions, gérer les accords commerciaux multilatéraux, servir d'enceinte pour de nouvelles négociations, régler les différends entre les membres, examiner les politiques commerciales nationales et coopérer avec les autres organismes internationaux, il faut y voir officieusement les acteurs invisibles de la dépossession de la France par des accords comme le Mercosur qui tuent notre agriculture. Ces organisations de malfrats ne négocient pas, elles imposent leur standardisation par le biais du lobbying intensif et du mécanisme des contributions volontaires. Les représentants du peuple français, par lâcheté ou par complicité idéologique, ont abdiqué. Ils ont transféré notre souveraineté législative à l'UE, notre souveraineté sanitaire à l'OMS et notre souveraineté commerciale à l'OMC. Et ce n'est pas être complotiste que de l'affirmer, cette vidéo ne se base que sur des données et des informations officielles. Ce ne sont plus des lois votées pour le bien commun, ce sont des
clauses de contrat rédigées par des multinationales et validées par des politiciens qui ont sciemment caché au peuple qu'il perdait le droit de choisir. Choisir comment se soigner ? Implicitement interdit. Les remèdes naturels non brevetés sont régulièrement menacés. Homéopathie, aromathérapie, herboristerie, au profit de protocoles chimiques uniques et obligatoires décidés par l'industrie pharmaceutique, qui n'a que faire du fait pourtant indiscutable que chaque être humain ou animal a ses particularités et que ces protocoles uniques sont purement et simplement des hérésies médicales. Choisir quoi manger, implicitement interdit. Destruction de la paysannerie française par les normes européennes pour ouvrir la bouche des citoyens aux produits standardisés et brevetés de l'agro-industrie. Choisir avec qui échanger, implicitement interdit. La numérisation de la monnaie, qu'il cherche à rendre obligatoire, sera la fin du gré à gré. Si un État cherche à protéger sa population, un tribunal privé international, celui de l'OMC, appelé ORD pour Organe de règlement des différends, peut condamner cet État à des milliards d'amendes pour entrave au commerce. Le train est lancé à toute vitesse et dépasse presque la vitesse du son. Les aiguillages ont été posés en 1807, en 1827, en 1946 et en 1995. Si nous restons passifs et dociles dans le wagon, nous en connaissons tous le terminus, les camps de concentration numérique. Il est temps de sortir des rails avant qu'ils ne soient définitivement scellés. Beaucoup diront peut-être, mais sans leurs lois et leurs codes, ce sera la jungle. Ce sera le règne des malfrats, des mafias et de la force brute. Mais si on regarde objectivement autour de nous, la jungle est déjà là. Qui finance ces réseaux de voyous ? Qui leur vend des armes et achète leur silence ? C'est le système actuel. La technocratie et la voyoucratie sont deux associés. L'un crée l'impuissance des honnêtes gens en les désarmant et en les isolant, l'autre sert de prétexte pour renforcer le contrôle, les caméras et la prison numérique. Ces réseaux de malfrats qui se sont achetés des droits par la force de l'argent ou des armes ne sont que les sous-traitants utiles d'un pouvoir en décomposition. Face à ces prédateurs, la sécession pratique n'est pas une utopie naïve ou pacifiste. Des gens blacklistés ou shadowbannés comme François Asselineau et surtout Valérie Bugeaud expliquent comment sortir de ce train de l'enfer. Ils sont deux exemples de communautés qui proposent des alternatives saines à la révolution sanglante que certains préparent en coulisses. C'est pourquoi je finirai par un modeste appel à ceux qui portent l'uniforme, policiers, gendarmes, militaires. Regardez l'histoire en face. Vos institutions n'ont pas été créées pour faire de vous des contrôleurs de quai d'un train fou qui mène la France vers la gestion numérique et la mise en cage du vivant, humain comme animal, car ces systèmes s'en prennent aussi à nos élevages, nos vaches, nos poules et nos canards qu'ils déclarent malades avec la complicité de protocoles vétérinaires devenus purement chimiques. Vous n'êtes pas là pour être les exécutants d'un pouvoir technocratique. Lorsque la légalité des cabinets de conseil et les décrets d'exception entrent en guerre ouverte contre la légitimité du vivant ou le simple bon sens, votre uniforme ne doit pas être un bouclier pour les intérêts financiers, mais un rempart pour le peuple. Votre rôle légitime n'a jamais été de verbaliser le paysan ou d'étouffer le citoyen. Votre rôle, c'est d'être le bouclier de la nation ou de la patrie face à la barbarie. Neutraliser la vraie criminalité organisée, la corruption en col blanc et les réseaux d'influence compromis au sommet des institutions et protéger les communautés qui reconstruisent la vie. Sortir des rails aujourd'hui, c'est mettre en état d'arrestation avec la bienveillante neutralité ou le réveil de ceux qui portent les armes de la nation, ces politiciens pantins et criminels. C'est entrer en sécession pratique, c'est demander des comptes sur ce qui est fait de nos taxes et impôts à l'échelle locale, nationale et supranationale. C'est réapprendre à produire notre nourriture localement et sainement pour ne plus dépendre de leur industrie ou de leur mondialisation délirante. C'est soigner nos bêtes et nous-mêmes par les savoirs ancestraux des plantes et des remèdes naturels pour sortir de leur camisole chimique. C'est rebâtir des réseaux locaux d'échange de gré à gré, d'homme à homme, en court-circuitant leur monnaie numérique et leurs normes étouffantes. La force n'est pas dans leurs codes de pseudo-lois qui font plus de 26 000 pages. La force est dans le vivant qui refuse d'être mis en boîte. Reprenons notre souveraineté à la racine. Que diriez-vous de commencer maintenant ? Je vous laisse y réfléchir.